bonjour à tous, bienvenue à cette Agora managée de la semaine de la santé parisienne. Je suis Catherine Licoiveron, cadre supérieur de santé au CHU de Nantes et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde dont le sujet s'inscrit totalement dans la réflexion du groupe Initiative Soignante. Notre sujet aujourd'hui va être de valoriser une expérience professionnelle, peut-être un nouveau métier, on en reparlera au cours de cette table ronde. En tout cas, une expérience professionnelle autour du parcours patient et de la pluriprofessionnalité. La pluriprofessionnalité, vous allez la voir, puisque je vous présente Madame Magali Meyran, qui est infirmière et qui est gestionnaire de flux au CHU de Poitiers. Madame Séverine Lecoq, infirmière d'ordonnancement au CHU de Nantes. Et le docteur Jean-Maxime Piot, rhumatologue, praticien hospitalier, référent médical du projet ordonnancement au CH du Mans. Alors, nos intervenants vont poser les bases de notre discussion qu'on souhaite avec beaucoup d'échanges et fructueuses dans un deuxième temps. Nous allons commencer effectivement en décrivant l'ordonnancement. Qu'est-ce que c'est ? L'ordonnancement avec et pour quels bénéfices ? L'ordonnancement par qui ? Des compétences spécifiques, un métier spécifique. Nous allons tenter de mettre les bases pour la discussion à venir. Alors, Séverine, je vais vous laisser commencer. Vous allez nous présenter là où vous travaillez et puis nous définir rapidement ce qu'est l'ordonnancement. Bonjour à tous, donc je suis Séverine, je travaille à l'ordonnancement chirurgical du CHU de Nantes depuis 5 ans déjà. L'ordonnancement chirurgical à Nantes a été créé en 2007 lors du regroupement de 5 spécialités au sein d'un même service. Il a été étendu à partir de 2011. Actuellement, nous gérons tous les services de chirurgie adulte dans notre ordonnancement. Cela comprend 285 lits de chirurgie. Nous sommes 5 infirmières, un cadre de santé. Nous travaillons du lundi au vendredi de 8h à 18h. Ordonnancer, pour nous, c'est gérer de façon décloisonnée et coordonnée toutes les ressources nécessaires au parcours du patient, le but étant d'anticiper et de fluidifier sa prise en charge. Alors, pour fluidifier une prise en charge et l'anticiper, effectivement, il est essentiel de commencer par une première activité, c'est programmer son parcours. Vous allez nous la préciser. Oui. Donc nous avons une activité de programmation de bloc opératoire. La date chirurgicale ainsi que l'item est posé par le chirurgien. De là découle notre activité, c'est-à-dire programmer le bloc opératoire, gérer toutes les consultations péri-opératoires. Lorsque c'est fait, cela assure au chirurgien sa place au bloc opératoire ainsi qu'au patient son hospitalisation durant toute la durée de son séjour. Alors une fois que cette activité est faite, il y a, m'avez-vous dit, une activité aussi extrêmement importante qui est le contrôle. Oui, donc à J-7 à peu près, nous contrôlons la concordance, la corrélation entre l'arrivée du patient et le bloc opératoire. Il y a parfois des changements entre l'arrivée le matin à 7h ou la veille, selon les consultations d'anesthésie. Et ça nous permet aussi d'équilibrer, selon les différents services, les entrées des patients. On a aussi une activité quotidienne, donc tous les matins. Donc cette gestion de lits nous refaisons le bilan des lits. Il y a forcément des patients qui vont rester plus longtemps, donc nous réactualisons les dates de sortie et nous nous occupons aussi des entrées des urgences. Alors justement, les entrées des urgences, c'est Magali qui va nous les présenter et avant cela, elle va nous présenter aussi la cellule où elle travaille. Donc, bonjour à tous, je suis Magali, je travaille au CHU de Poitiers à la cellule de gestion de flux de patients qui a été créée en avril 2014 lors d'un projet de l'institution de diminution, d'amélioration de la prise en charge des patients aux urgences. Donc l'équipe se compose d'un cadre supérieur de santé et de 3,8 ETP de gestionnaires de flux de patients avec un cursus complètement différent, puisque moi je suis infirmière
J'ai une collègue qui est contrôleuse de gestion et 2 autres collègues qui ont donc une formation de logisticien. Notre bureau se situe au sein des urgences adultes de l'hôpital de Poitiers. Et nous avons un outil qui nous trace en temps réel la disponibilité en lit. Pardon. Nous sommes présents donc du lundi au vendredi de 8h à 22h30, ainsi que le samedi de 10h à 20h30. Notre mission principale en fait est de gérer le flux des patients aux urgences qui ont besoin d'une hospitalisation. Donc on est bien sur les hospitalisations non programmées, de façon à avoir une utilisation optimale des lits sur l'institution. Donc, dans le cadre de ce plan d'action d'amélioration de la prise en charge des patients aux urgences, il y a également une unité d'hospitalisation d'aval qui a été créée pour faire un petit peu le tampon sur les hébergements. Donc, nous sommes aussi responsables des flux des patients qui rentrent et qui sortent de cette unité. Nous avons également en charge le flux des patients sur l'UHCD au niveau des urgences. Donc tous les jours, on doit également faire ce qu'on appelle le suivi des lits dédiés. Donc toujours dans ce plan d'amélioration, les services, il a été précisé que les services doivent nous donner un certain nombre de lits spécifiquement dédiés aux urgences. Nous avons sur donc l'institution, les services d'orthopédie doivent normalement nous donner 4 lits tous les jours réservés aux urgences. Donc nous devons faire le répertoire en fait de la disponibilité de ces lits. Nous devons également faire la réalisation de suivi d'indicateurs pour lesquels nous rendons compte à la direction. Et enfin, on assure la formation des nouveaux recrutés sur les différents logiciels administratifs et de gestion de lits. Alors une deuxième cellule d'ordonnancement très liée avec les urgences existe, c'est celle du Mans. C'est Monsieur Piot qui va nous la présenter. Bonjour à tous. Donc la cellule d'ordonnancement du Mans, c'est une jeune cellule. Elle a été créée fin 2015 et elle est un petit peu plus petite en termes de nombre d'équivalents temps plein. Il y a 3 équivalents temps plein sur cette cellule et pour une gestion de lits de médecine. Et il y a un petit peu moins de 500 lits qui sont gérés par cette cellule, donc qui gère en partie, qui a 2 missions principales, à la fois les entrées via le SAU vers les services, et puis une autre mission qui est celle de faire de la programmation d'entrée directe. Parce que finalement, actuellement, on a de plus en plus de patients qui peuvent découler d'une prise en charge hospitalière par entrée directe dans les services, quand c'est sur une thématique bien particulière, quand c'est des patients qui ne sont pas forcément polypathologiques, qui viennent pour une problématique médicale, ils peuvent bénéficier d'une entrée directe, et ce qui a plusieurs avantages. Donc la cellule d'ordonnancement du Mans, elle a cette double mission, à la fois de coordination entre le SAU et les services, mais aussi finalement entre le patient et le service en entrée directe. Alors vous m'aviez utilisé une expression assez, je trouve, signifiante. J'aimerais bien que vous l'utilisiez, oui, parce que ça décrit bien le champ d'action des cellules d'ordonnancement. Donc, pour moi, l'ordonnancement du Mans, c'est le Big Brother. Il sait tout, il voit tout, et finalement, mieux que nous, à un instant T, il est capable de dire à l'hôpital combien de lits sont disponibles dans telle et telle discipline, combien de patients sont en attente aux urgences, s'il pourrait y avoir une bonne corrélation entre la demande de lit et l'offre de lit. Donc ça, c'est vrai que c'est très très intéressant. Et la cellule d'ordonnancement, pour les médecins, c'est un interlocuteur obligatoire, mais privilégié finalement, puisque c'est une petite équipe et c'est des gens à qui on parle tous les jours. Et on sait que on compose un numéro, on tombe sur quelqu'un qui va pouvoir nous dire à un instant T si oui ou non je peux prendre tel ou tel patient qui découle de ma spécialité. Et je dirais qu'en plus de l'instant T, quand tout est bien fait, ce Big Brother, il peut même un peu voir l'avenir. Il voit ce qui se passe le lendemain, le surlendemain, et il peut du coup vraiment anticiper les hospitalisations. Alors on voit bien les liens avec énormément d'acteurs, c'est bien ce rôle de coordination. Je crois, Magali, aussi que vous l'éprouvez quotidiennement. Tout à fait, on a vraiment un rôle de pivot, tant au niveau des urgences
Nous sommes en lien, on va dire, continu avec les médecins et les infirmiers pour connaître l'afflux aux urgences et les besoins en lit pour hospitaliser. Et également un lien important avec les cadres de santé et les infirmières coordinatrices des unités de soins dans l'institution, tant pour faire l'état des lits disponibles et l'état des lits dédiés dont je vous parlais tout à l'heure, et vraiment avoir une vision globale de la disponibilité en lit sur l'institution. Séverine, de votre côté, dans votre pratique quotidienne, est-ce que cette fonction de coordination, c'est pareil, vous l'exercez souvent? Oui. La coordination, donc on l'effectue tous les jours, évidemment. Il est vrai que centraliser les informations est très très important et le nombre de mails et d'appels qu'on reçoit quotidiennement relate le fait que les interlocuteurs ont besoin d'avoir les informations centralisées quelque part. Alors, on voit bien un métier, des missions décrites autour de la programmation, de la gestion des lits, de la coordination. Maintenant, avec quel bénéfice trouvez-vous à la mise en place de ce dispositif, Monsieur Piot? Alors, les bénéfices, ils sont multiples. Déjà, pour le service, l'objectif, c'est d'avoir le bon patient dans le bon lit. C'est d'être sûr que le patient qui rentre pour une pathologie précise soit bien soigné par le médecin qui sera le meilleur, le plus compétent dans son domaine. Donc ça, c'est le plus important. Et grâce à la cellule, globalement, en journée, parce que la cellule, elle travaille en journée, mais elle ne travaille pas la nuit. Enfin, elle travaille jusqu'à 22h, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, elle ne travaille pas la nuit. Et globalement, les patients de jour sont bien positionnés. Les patients de nuit sont encore gérés en partie par les urgentistes et par l'ancien système. Et là, ça aboutit encore, malheureusement, le matin à un patchwork de patients qu'il faut expatrier pour certains, réimporter pour d'autres. Ce qui pose un peu de problème et finalement, on se rend compte qu'on devient un peu dépendant de cet ordonnancement qui fonctionne pas mal la journée. Après, pour l'hôpital, il y a aussi d'autres intérêts. C'est de pouvoir avoir une bonne visibilité sur le taux d'occupation des lits en permanence. Donc ça, c'est aussi un point utile. Et puis, ça permet finalement de bien pouvoir gérer le flux au sein d'un même service, le flux de patients des urgences et le flux de patients en entrée directe. Et avoir ce rôle de coordination mixte, c'est tout l'intérêt de la coordination. Alors, vous parlez effectivement du patient, c'est bien l'objectif prioritaire, sa qualité de prise en charge. Je crois, Magali, que vous repérez aussi des bénéfices pour lui. Tout à fait. Au niveau des urgences, on a pu chiffrer une diminution du temps global de prise en charge au niveau des urgences. Bien sûr, ce n'est pas que la mise en place de services de gestion de flux patients, c'est également à mettre en corrélation avec d'autres actions qui ont été mises en œuvre dans le projet institutionnel. On a également, comme disait Monsieur Piot, le bon patient dans le bon service. Il en résulte en fait une diminution de la DMS puisque les hébergements, lorsqu'il y en a, sont de plus courte durée. Alors, effectivement, vous me disiez, Monsieur Piot, que c'était un peu la théorie. Voilà, c'est la théorie et quand tout est bien fait, ça marche comme ça, vraiment. Mais ça demande quand même de changer un peu les mentalités. Parce que pour qu'il puisse y avoir un accès aux services en permanence, il faut aussi forcément, de facto, qu'il y ait des lits qui soient libérés le matin et l'après-midi. Il faut changer le sacro-saint sortie du patient entre 14h et 15h. Et ça, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile parce que pour tout le monde, ça fonctionne comme ça. Et pour une cellule jeune, les choses se mettent en place petit à petit. Donc, quand tout est bien anticipé, qu'on arrive à dire la veille ou au mieux 48 heures avant, ce patient potentiellement sortira le matin, ça permet aussi d'anticiper soit sur les entrées directes, soit pour admettre les patients des urgences qui puissent venir dès le matin, 10h ou 11h dans le service, et pas finalement qu'il y ait le gros afflux de 5 ou 6 patients l'après-midi, ce qui entraînait avant une attente longue aux urgences et puis des problématiques pour le service parce qu'accueillir 6 patients d'un coup entre 15h et 17h, c'est aussi très compliqué. Alors on voit bien se dessiner quand même des caractéristiques d'un métier. En tout cas, ce qui est assez spécifique, et ça a été vraiment des choses que vous m'avez dit tous les trois, c'est qu'on recentre chacun sur peut-être un cœur de métier. Magali, je pense que c'est quelque chose qui vous est important.
Tout à fait. On a vraiment pu constater pour les équipes médicales et paramédicales d'avoir du temps supplémentaire pour se recentrer sur leur cœur de métier, sur la prise en charge du patient. Et ce qui est assez, je dirais, amusant, c'est que dernièrement, on a eu des nouveaux médecins recrutés. Et quand on leur a dit non, ce n'est pas vous qui gérez la recherche en ligne, c'est nous, ils ont énormément apprécié, puisque c'est vrai que c'est des tâches administratives pour lesquelles ils sont détachés. Et c'est vraiment un gain de temps énorme. Je crois que le docteur Piot va confirmer cette affirmation. Je rejoins ce que dit Magali. C'est vrai que finalement, pouvoir se recentrer sur son cœur de métier, c'est très important. Et avoir quelqu'un qui sait faire et qui gère le placement, la gestion des flux de patients, c'est très important. Et en plus, je dirais que pour une fois, on a trouvé un système qui va nous dédouaner d'un travail administratif supplémentaire. On n'est pas obligé, je parle principalement pour les entrées programmées, on n'est pas obligé de se remplir une feuille, une fiche d'hospitalisation. On passe un coup de fil à l'infirmier d'ordonnancement qu'on connaît, on lui donne les coordonnées du patient et lui il s'occupe de tout. Et finalement qu'on soit en train de voir un patient aux urgences, de faire la visite ou d'être en consultation et d'avoir un avis téléphonique pour un médecin traitant, on peut gérer tout d'un coup de fil sans perdre du temps administratif. Ça c'est un vrai plus. Oui, c'est vrai que nous, au CHU de Nantes, il est vrai que c'est mis en avant cette décharge des collaborateurs. Il est vrai que de plus en plus, on organise nous-mêmes les rapatriements des patients, donc qui sont hospitalisés soit en France, soit à l'étranger. À partir d'une validation d'un chirurgien, c'est nous, infirmières d'ordonnancement, qui nous chargeons du rapatriement de ces patients. Alors là, je vais m'adresser aux deux infirmières qui exercent ces fonctions ou ce métier. Pour vous, y a-t-il des bénéfices ? Alors, d'un point de vue professionnel, en ce qui me concerne, et aussi par rapport à mon projet professionnel, on en parlera tout à l'heure, ça m'a apporté vraiment une ouverture sur le fonctionnement institutionnel, en transversal, avec vraiment des liens avec tous les acteurs des prises en charge des patients. La connaissance un petit peu plus approfondie de l'organisation et des spécificités des différentes unités d'hospitalisation, et également la prise de conscience de l'importance actuellement d'écrire les parcours de soins, les parcours patients, pour vraiment faciliter et approcher d'une qualité optimale de prise en charge. Ça m'a également ça m'a permis de développer des compétences, on va dire, pédagogiques, puisque nous sommes amenés à former toutes les nouvelles recrues dans toute l'institution sur les différents logiciels. Voilà. Et vous, Séverine ? Bon, comme l'a dit Magali, nous, en plus, on est vraiment décisionnaires, donc c'est vrai que c'est une plus-value de notre métier. C'est pour ça qu'on a envie que ça soit reconnu comme une forme de spécialisation. Voilà. Au niveau plus personnel, évidemment, c'est une absence de stress liée à la charge en soins et puis un rythme de vie, une qualité de vie que j'ai gagnée. Voilà. Alors, je pense qu'on reviendra au stress, mais pas tout de suite. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que tout est rose ? Est-ce qu'il n'y a que des bénéfices à exercer ce métier ou pas ? Alors, tout n'est pas rose. Presque pas. Donc, en ce qui me concerne, nous sommes le projet a débuté en avril 2014 et il est vrai qu'à la mise en place du projet, on a eu quelques difficultés d'autorité, puisque avant notre arrivée, c'était quand même les cadres des unités de soins qui décidaient un petit peu qui rentre et qui rentre pas dans leur service. Et là, on les appelle, on leur dit bon, mais voilà, vous avez un lit disponible, on vous prend le lit, on vous met tel patient. Donc, on leur prenait un petit peu leur mission. Donc ça a été un petit peu compliqué au départ, mais les mentalités évoluent et on a aussi créé un certain lien de confiance et c'est quand même de plus en plus facile. Et également lors de situations tendues, où l'hôpital est un petit peu, on va dire, complet, on est force de proposition, mais dans les services, il faut toujours l'aval du directeur de garde. Des fois on donnerait des idées qui seraient pas forcément bonnes. Voilà. Alors on voit bien que là, il s'agit aussi de conception, d'anticiper, d'organiser le parcours patient. Je pense que c'est quelque chose aussi que vous repérez bien à Nantes. Oui, à Nantes, il est vrai, c'est la même chose. On est un petit peu un travail de l'ombre, donc c'est parfois difficile de faire reconnaître notre travail.
Et on est toujours un petit peu en avance par rapport au service, donc des fois l'anticipation n'est toujours pas vue et reconnue par les équipes. Alors, on perçoit ou on repère le métier, on identifie les bénéfices, les plus-values. Maintenant, arrivons aux compétences et capacités. Y en a-t-il de spécifiques ? Quelles sont celles attendues ou celles que vous avez développées dans ce métier ? Alors bien entendu, il faut une certaine capacité relationnelle, d'écoute et d'empathie sur les propos qui peuvent nous être relatés dans les unités de soins, mais également donc une capacité de négociation, puisque au bout c'est quand même le patient qui est pris en charge et pour lequel on travaille. Donc il faut également pour cela une bonne connaissance de l'institution et je dirais des spécificités de certaines prises en charge. Et comme on disait tout à l'heure, une maîtrise de soi et la résistance au stress, puisque c'est vrai que parfois dans certaines situations, c'est un petit peu compliqué. Et je pense que c'est des choses aussi que vous vivez. Hein. Oui, nous, c'est vrai qu'on a une vision beaucoup plus globale du parcours complet du patient, donc ça c'est très important. L'autonomisation, quand on est vraiment très autonome, donc ça il faut quand même avoir ces qualités-là pour être à l'heure de lancement. Et c'est vrai qu'il faut aussi être flexible, s'adapter, réajuster et savoir toujours recommencer car rien n'est figé. Et effectivement pour cela, je crois qu'il faut être très bien. Je pense qu'il faut être bien organisé, effectivement. Ça c'est une qualité incontestable et indispensable qu'il faut avoir, je pense, pour bien exercer ce métier. Il faut aussi savoir être vigilant parce que les situations ne sont pas toujours faciles à évaluer et quand on est à distance, elles le sont encore moins. Et je pense qu'il faut aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut une certaine capacité d'écoute et d'adaptabilité pour pouvoir répondre aux demandes de chacun et gérer le contentement des gens, mais aussi le mécontentement des gens. Ça, je pense que ce n'est pas toujours très simple quand on a ce rôle pivot. Alors, pour terminer, on a avec nous 2 infirmières d'ordonnancement de gestion de flux. Certains établissements font le choix, d'autres choix, de mixer effectivement les métiers dans les cellules d'ordonnancement ou les cellules de gestion de flux. Selon vous, quelle est la plus-value à être soignant ? C'est le docteur Piot qui va nous donner en premier lieu son témoignage et puis après les 2 infirmières parleront de leur expérience. Alors moi j'ai une vision qui va forcément être un petit peu biaisée puisque dans la cellule de l'hôpital où je travaille, tous les membres de la cellule sont des infirmiers. Donc forcément c'est des gens qui ont été dans des services de soins auparavant, donc qui ont cette double casquette et moi je trouve ça très, très intéressant, très important. Ça leur permet d'une part pour les patients entre le service des urgences et les services de soins de pouvoir bien présenter le patient, pouvoir bien évaluer la lourdeur, les comorbidités, l'intérêt de l'oxygène, s'il y a un problème social sous-jacent, clairement d'annoncer la couleur de manière objective et cohérente en fonction du patient. Et puis pour les entrées programmées, je pense que c'est aussi important d'avoir cette casquette de soignant, ce rôle de soignant, parce que c'est le premier contact entre le patient et l'hôpital. Le patient il rentre sur l'appel de l'infirmier ou de l'infirmière et il a souvent des questions très spécifiques. Est-ce que je dois venir à jeun ? Est-ce que je dois prendre mes médicaments avant ? Est-ce que les médicaments sont fournis ? Est-ce que si j'ai par exemple, je parle pour la rhumatologie, une infiltration, est-ce que je dois prendre mon Préviscan ? Des questions très particulières et je pense que à mon sens c'est compliqué d'y répondre quand on n'est pas soignant ou alors pour y répondre correctement il faut déléguer cette question et re-rappeler le patient. Alors Séverine, en ce qui concerne la programmation, donc pour nous, la programmation, moi je pense très fort que la programmation par une infirmière a une plus-value car elle apporte un regard clinique sur les pathologies, sur les soins qui vont découler de cette chirurgie et sur le déroulé de l'hospitalisation. Ça permet d'anticiper au niveau des services et d'alléger un petit peu les secteurs de soins avec notre regard. Alors avant de vous passer la parole, Magali va nous décrire son parcours professionnel en amont de ce poste d'infirmier de gestion de flux et puis les perspectives qu'elle voit dans son parcours professionnel. Donc mon parcours professionnel, il a été traditionnel au départ puisque je suis infirmière en service de soins. J'ai poursuivi avec les urgences, puis un poste d'infirmière coordinatrice aux urgences où mes missions étaient diverses, de la logistique, de la gestion de lit
de l'encadrement en collaboration avec les cadres de santé pour arriver donc sur ce poste qui m'a vraiment ouvert sur le fonctionnement de l'institution. Et aujourd'hui, j'ai un projet cadre de santé et j'ai vraiment un autre regard sur le fonctionnement d'un service de soins. Alors merci à tous les trois pour cette présentation de ce nouveau métier. Je pense qu'en tout cas on le dit comme ça et je le dis comme ça, ce nouveau métier. Je vais mettre en animation un diaporama qui va vous montrer, qui va illustrer les propos de nos intervenants et qui va aussi vous permettre de découvrir des photos qui nous ont été transmises par les trois intervenants pour décrire la réalité de leur travail. C'est vraiment des photos qui montrent les endroits où ils travaillent et les activités qu'ils font. Alors, avant cela, je vais demander si vous avez des questions, et nous espérons bien que vous en avez. En tout cas, quel élément complémentaire voudriez-vous échanger avec les intervenants? Sur quelle thématique voudriez-vous poursuivre notre réflexion? Est-ce que quelqu'un va se lancer? Bonjour, je suis nantaise et ma question va à Magali. C'est Magali. Vous parliez de lit dédié pour les urgences. Oui. Vous pouvez m'en dire plus? Enfin, si ces lits sont forcément pris, si ça vous évite trop d'hébergement, si on les laisse, on les identifie, on les laisse. Alors, donc il a été décidé après un certain nombre d'études par la direction que nous devions normalement avoir 28 lits dédiés par jour sur l'institution, répertoriés tant de lits par spécialité. Donc il est vrai que les services font un maximum pour nous donner les lits dédiés, mais il arrive des jours où on ne les a pas. Donc forcément, ça limite les hébergements puisqu'ils font quand même un effort pour se garder des lits disponibles pour les urgences, tout en sachant que on n'a pas forcément tous les lits dédiés tous les jours. Ça dépend aussi, on va dire, du remplissage de l'institution. Alors, est-ce que c'est plus... excusez-moi. Oui? Juste, je voulais intervenir sur le taux d'attribution des lits dédiés urgences. Il était exactement de 80% par les disciplines. Donc, c'est vrai que c'est un gros effort de réaliser par les pôles. Cette attribution des lits dédiés est actée dans les contrats de pôle entre la direction générale et les trios de pôle. Donc, 80% des 28 lits dédiés par jour aux urgences sont attribués effectivement par les spécialités. Et sur ces 80%, les bed managers en utilisent à peu près 75%. Ceux qui ne sont pas utilisés, c'est tout simplement parce qu'il y a une incompatibilité sur chambre double, chambre seule, lit d'homme ou lit de femme. Oui. Pardon. Alors, pour une question, je pense, derrière, oui. Je voulais poser une question à la responsable qui s'occupe de l'infirmière dans la gestion des flux des patients. Je voudrais lui poser la question, comment elle pourrait définir la notion de qualité de soins dans la gestion des flux des patients? On parle de qualité de soins. Donc déjà par rapport, nous on rentre dans le cadre du plan d'amélioration de la prise en charge aux urgences, donc plus le temps est diminué, on va dire, plus on peut parler de qualité de prise en charge. Donc nous vraiment notre objectif c'est à partir du moment où on a l'orientation de trouver un lit assez rapidement pour que le patient soit transféré dans une chambre et là je pense vraiment qu'on peut parler de qualité de prise en charge. Y a-t-il d'autres questions pour échanger? Oui? Bonjour. Donc, moi, ma question, ça concerne l'identitovigilance. Savoir, en fait, si vous faites des interventions, du contrôle des identités patients, si vous constatez une erreur concernant l'identité patient, est-ce que vous faites des fusions dans ce sens? Alors,
par rapport à votre question, c'est comment identifier effectivement si la programmation, par exemple, a été réalisée pour le bon patient. C'est ça votre question ? Tout à fait, il s'agit du bon patient. Du bon patient ? Parce qu'en fait, il y a quelques caractéristiques quand même actuellement sur les outils de gestion de programmation et de gestion de lit, et c'est qu'ils ne sont pas forcément interfacés. Donc je pense que vous pouvez un petit peu, Séverine, décrire la façon dont ça se passe, parce qu'effectivement, il y a des vrais sujets autour de l'identito-vigilance. Oui, nous, de toute façon, nous programmons un patient à partir du moment où on a le nom, le prénom, la date de naissance et l'identification par le CHU. Donc, logiquement, on programme le bon patient. Alors, est-ce que votre question pouvait aussi concerner le fait que certains patients n'aillent pas dans la spécialité pour laquelle il était repéré? C'était un petit peu ça, votre question, ou pas du tout? En fait, l'identité, bonne orthographe du nom, du prénom du patient. C'est bien ce qu'elle vous a répondu. Donc, effectivement, il y a énormément de contrôles, mais l'objectif, il est quand même, il faut bien le savoir, des systèmes d'information interfacés qui permettent de réaliser de la programmation, de la gestion de lit, avec un même outil applicatif. Ça, c'est tout à fait pertinent. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question sur la gestion de lit, le métier, la notion de métier? Merci à vous. Donc, je pense qu'on peut conclure. Je ne sais pas sur quelle idée vous allez repartir par rapport à cette activité d'ordonnancement. En tout cas, pour nous, il y a vraiment des compétences spécifiques qui sont beaucoup autour de la programmation du parcours et aussi de la coordination de parcours. On pense vraiment dans les années à venir qu'on aura beaucoup de nouveaux métiers autour du parcours patient pour le fluidifier, l'anticiper. Donc ça ira bien de la programmation à la gestion de lit, aussi à de la coordination du parcours de santé. Ça donne aussi des perspectives de développement de ces métiers. Et vous verrez, on a une diapositive en fait avec des mots-clés: se positionner, arbitrer, décider, s'adapter. Et effectivement, on pourrait dire, et sans aucun jugement pour les institutions qui font d'autres choix, pour un petit peu compléter mon propos, le deuxième tome, la deuxième version de l'ANAP sur la gestion des lits fait un état des lieux des gestionnaires de lits actuels, et il y a des endroits effectivement où ce ne sont que des infirmiers, d'autres que des administratifs, et une part aussi où les deux cohabitent. Donc il n'y a vraiment pas effectivement de problème par rapport à cela, mais nous pensons que tout de même la plus-value d'être soignant donne effectivement du bénéfice. On peut en tout cas le poser en termes de questions. Je vous remercie